ne peut pas être présent avec nous. Mais du coup, on aura avec nous une autre personne que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc, on va faire cette première visioconférence sur la thématique de la responsabilité et je serai encadré aujourd'hui avec deux joueuses qui totalisent à elles deux plus de 400 sélections en équipe de France, qui sont Laure Baudry, qui est la capitaine assistante de l'équipe de France, et donc Marion Almoz. Et je vais les laisser se présenter. Donc, à toi, Laure, pour ta petite présentation. Bonjour à toutes pour commencer. Donc moi, comme a dit Seb, je suis capitaine assistante de l'équipe de France. J'ai 178 sélections et j'ai 28 ans. Je suis originaire de Castres et j'ai donc commencé le hockey là-bas à l'âge de 6 ans. Par la suite, je me suis orientée vers un sport-études, donc je suis partie à Font-Romeu en 2004. Et après, je me suis orientée vers le pôle. Donc, le pôle a ouvert ses portes, le pôle France a ouvert ses portes à Chambéry en 2008. Et donc, j'ai intégré le pôle France à son ouverture. J'ai joué 4 ans au pôle France et j'ai décidé de tenter une expérience à l'étranger. Donc, j'ai intégré l'Université de Montréal, donc l'équipe des Carabins. J'ai joué universitaire canadien pendant 5 ans. J'ai eu l'opportunité de passer des diplômes aussi à travers ça. Donc, je suis diplômée en journalisme. J'ai un baccalauréat, c'est l'équivalent d'une licence, et une maîtrise en... Non, j'ai un baccalauréat en communication et une maîtrise en journalisme. Et à travers ça aussi, j'ai eu 2 titres de championne canadienne. Donc, des bons souvenirs. Et par la suite, j'ai intégré la Ligue canadienne de hockey féminin, qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement. Et j'ai joué une saison là-bas. Donc, c'était une super expérience dans une ligue semi-professionnelle. Et j'ai finalement décidé de rentrer en Europe, où j'ai fait le choix de partir en Suède. Ma première saison, ça a été un choix de jouer dans la division 1, donc pas la top division suédoise, pour me donner la possibilité d'avoir une chance de peut-être me faire repérer et de jouer dans la top division. Donc, c'est ce qui s'est passé par la suite. Et donc, j'ai intégré le club Modo Hockey pour la fin de saison, il y a 2 ans et la saison dernière. Et pour la saison prochaine, eh ben, on verra pour la suite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Actuellement, je suis en France et comme tout le monde, ça a été un peu difficile avec le confinement, mais on trouve des solutions alternatives. On a été bien encadré par notre préparateur physique, qui a donné pas mal de choix d'entraînement, même si c'était assez difficile, mais surtout au niveau motivation, par moment, s'entraîner à la maison, des fois, c'est un peu redondant, mais il faut ce qu'il faut. Donc voilà, l'entraînement pendant le confinement, c'était un peu différent, mais c'était pas plus mal. Et sinon, parallèlement, en ce moment, je passe mon diplôme d'état d'entraîneur. Donc voilà, je pense que c'est à peu près l'ensemble de mon portrait. Merci Laure. Pour toi, Marion ? Ouais, je prends le relais. Donc, moi, Marion Almo, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Chambéry. Donc, j'ai commencé le hockey à 4 ans au club de Chambéry. Et j'ai joué jusqu'à mes 19 ans en mixité. Ensuite, j'ai intégré le pôle France, donc, qui était à Chambéry aussi. Donc, pour moi, plutôt facile, pas très loin. Et j'ai joué pendant 4 ans au pôle. Et en 2012, j'ai fait le choix de partir à l'étranger, donc au Canada, comme Laure, à l'Université de Montréal, où j'ai fait 5 ans universitaire. Et en parallèle, j'ai eu un diplôme en criminologie. Donc voilà. Ensuite, j'ai intégré la CWHL pour 2 ans, donc la Ligue canadienne qui n'existe plus, comme Laure l'a mentionné. Et par la suite, donc, j'ai continué mon expérience en Suède. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je suis au club de Modo en Suède. Je ne l'ai pas mentionné, mais aussi, j'ai évolué dans 2 clubs féminins en France. Donc, j'ai joué dans un premier temps au Brûleur de Loup et ensuite à Neuilly-sur-Marne.
Donc, voilà en gros mon parcours sportif. Je n'ai pas dit non plus, mais depuis 2009, donc, je suis maintenant capitaine de l'équipe de France. Voilà. Pour toi, Marion, comment ça s'est passé ce confinement sur l'entraînement en préparation physique? Est-ce que tu as visionné des matchs de hockey? Comment ça s'est passé ces longs 2 mois? Ouais, alors pas trop eu le temps de visionner des matchs de hockey parce que, comme Laure, je passe mon diplôme d'entraîneur. Donc, j'ai été pas mal occupée dans l'élaboration de mes projets et à faire mes dossiers. Mais voilà, je me suis mis une petite routine dans mon entraînement. Donc, j'ai continué, bien sûr, à m'entraîner, à suivre, à participer aux séances avec Jérôme aussi sur Zoom. Donc, j'en reconnais quelques-unes d'ailleurs. Et voilà, c'est sûr que ça a été un moment particulier. Ça l'est encore, hein, parce qu'on n'a pas accès à des salles de sport. Mais voilà, c'est continuer à se motiver, faire différemment, mais pas oublier l'objectif qu'on a et puis d'être prête pour la saison prochaine. Très bien. Avant d'aller vraiment dans la thématique, moi, je souhaitais remercier Aurélien, qui fait partie du service communication de la fédération, qui a largement contribué à cette mise en place. Ensuite, comme l'a dit Marion, être responsable, c'est aussi se prendre en main et faire des routines de manière individuelle. Mais être responsable, ça aide à être actrice pleinement de son projet. Et cette responsabilité, elle grandit tous les jours, depuis qu'on commence le hockey jusqu'à ce que l'on finisse sa carrière, peut-être après l'équipe senior. Et puis, dans cette responsabilité, il y a différentes personnes qui nous aident constamment dans notre carrière, au jour le jour. Ce sont nos coéquipières, nos coéquipiers, nos entraîneurs, là où on évolue dans notre structure. Et puis enfin, la responsabilité par rapport à comment on mène sa vie scolaire, sa vie de hockeyeuse, et puis sa vie avec les copains, les copines et l'aspect social. Par rapport à cet élément-là, justement, Marion, est-ce que tu pourrais nous donner ton expérience sur tes choix de carrière et comment tu t'es fixé tes différents objectifs sur ces choix de carrière et est-ce que cela a emmené des gros sacrifices? Par rapport à mes choix de carrière, c'est sûr que moi, j'ai commencé, je dirais, vers l'âge de 14-15 ans, à vraiment découvrir ce qui existait pour les filles, l'équipe de France. Voilà, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'équipe de France U18, U16, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait seulement un plan de détection. Et donc, j'avais une joueuse qui jouait en équipe de France, qui évoluait à Chambéry. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'équipe de France. Puis en intégrant les équipes féminines par la suite. Et c'est sûr que l'ouverture du pôle France, ça a été pour moi un changement dans ma façon de m'entraîner, je dirais. Je suis passée de 2 entraînements par semaine à des entraînements quotidiens, un accompagnement quotidien aussi, donc avec quelqu'un pour la préparation physique, plus de 2 entraîneurs sur la glace. Donc, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et puis, après ces 4 ans, voilà, j'avais envie de nouveaux défis. Et c'est là que l'opportunité s'est offerte. Et je me suis lancée. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'aime ça, avoir des nouveaux défis et me dire que j'ai réussi à accomplir ces défis-là. Tu as l'expérience de 2 structures à intégrer, le pôle espoir et puis la structure universitaire avec les carabins. En quoi ces structures intégrées t'aident justement maintenant dans ta carrière en Suède? C'est sûr que voilà, c'était une organisation, de concilier l'école et l'entraînement. Au départ, c'est pas facile parce que voilà, les temps d'entraînement sont donc en dehors des temps scolaires. Donc, c'est sûr que
que quand on a une activité à faire, par exemple, pour quelqu'un nous propose d'aller, je ne sais pas, de quelque part, c'est sûr que moi, quand j'avais entraînement, si je voulais faire mon temps scolaire, fallait que je m'organise à côté de ça. Voilà. Quand tu dis organiser, quel choix tu as dû faire par rapport justement à ce qui peut arriver en dehors du hockey ou en dehors des études et comment ça s'est passé concrètement, ces choix pour toi au début de cette carrière? Est-ce que tu peux être plus précis dans les… Je sais pas Mais comment… par exemple, en matière d'activité, aller au cinéma ou Oui, des oui, déjà sorties, il y a après, oui. certainement eu des Oui, fois des choix à faire pour aller s'entraîner. c'est sûr que c'était occasionnel parce que avec les matchs le week-end, les entraînements la semaine et puis le temps pour l'école, voilà, j'ai priorisé quoi. Pour moi, ma priorité c'était d'être performante au hockey et scolairement. Donc voilà, je me suis organisée autour de ça. Si je Et, peux. Ouais. et pour toi, Laure, justement, Si je peux prendre le relais, en fait, c'est aussi en fait c'est comme un triple projet entre le hockey, les études ou le travail, mais les études au moment de l'université par exemple et la vie sociale en fait. Et alors les personnes qui sont dans la même situation que nous comprennent parce que elles vivent les mêmes choses, mais c'est sûr que des fois dans les personnes de ta classe ou des amis extérieurs au hockey, voilà, dire non, moi je m'en vais m'entraîner après les cours, ce week-end, non, je suis pas libre, j'ai match, et puis vous pouvez venir me voir si vous voulez me voir, mais je pourrais pas aller, peu importe à quelle activité. Après, il y a des moments aussi où il y a des coupures et ça te permet de faire autre chose, mais c'est sûr que pendant la saison, voilà, il faut aller avec ta priorité, et la priorité du moment à l'université, c'est réussir tes études et t'entraîner à côté et réussir le côté sportif. Donc, c'est sûr que par moment, il y a des petites distractions qui peuvent venir, c'est normal. Et puis tout n'est pas parfait non plus. Surtout quand tu es plus jeune, avec le temps, c'est différent. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi à savoir et à gérer parce que ça peut arriver que quelqu'un te dise oh, tu fais toujours ça, tu fais toujours ça. Ouais, mais on a fait des choix, on fait chacun ses choix. Et puis, c'est juste de faire en sorte que quand on décide quelque chose, de mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc, je pense que ça fait partie aussi ça de la responsabilité à ce moment-là. très bien. Et donc, Laure, toi, tu es capitaine assistante de l'équipe de France. Là, on a abordé l'aspect du choix. Comment tu véhicules cette responsabilité au sein du collectif et comment tu fais en sorte que les joueuses se sentent responsables et adhèrent à l'ensemble des valeurs de l'équipe de France? Je pense que moi et le noyau dur de l'équipe, on a un bon groupe de leaders et de joueuses qui sont là depuis quelques années maintenant. On a réussi à former un noyau dur et je pense qu'on essaye à chaque fois quand on a une nouvelle joueuse ou quand on a une plus jeune, de lui transmettre les valeurs communes de l'équipe. Et je pense que dans nos valeurs, c'est primordial, c'est beaucoup la famille. On essaye d'agir comme si on était une famille. Je pense qu'on agit comme si on était une famille. Et ça aide à inclure tout le monde. On est très solidaire dans l'équipe. Donc ça aussi, on essaye dans tous les faits et gestes, quand une nouvelle joueuse vient ou quand c'est un peu plus dur, même pour une ancienne ou peu importe, on essaye d'être toujours solidaire entre nous et de s'aider dans les moments, peu importe, dans les nouveaux moments, dans les moments plus difficiles, puisqu'on a vécu un mondial élite l'année dernière. C'était une nouveauté pour tout le monde, même si ça faisait, il y en a 10 ans qu'elles étaient dans l'équipe. Donc, c'est vivre ces moments ensemble et les partager. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et justement, là, tu parlais de l'intégration des jeunes joueuses. Comment vous vous y prenez pour faire passer les messages auprès de ces jeunes joueuses? On aborde aussi des compétitions souvent importantes qui peuvent générer du stress. Il faut gagner. On est dans de la performance. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, justement, pour que
pour que la communication se fasse quand même de manière calme, pour que chacun soit en confiance dans l'équipe? Je pense déjà qu'on se connaît très bien, à part avec les jeunes joueuses du coup. Mais donc on sait comment se prendre aussi. Les jeunes joueuses, on sait très bien que voilà, si c'est un match important, forcément une ancienne va pas forcément aller voir une jeune et lui dire oh, je suis stressée aujourd'hui pour ce match. On essaye de faciliter aussi l'intégration dans un match ou dans un moment important dans la saison et de peut-être relâcher la pression pour cette joueuse-là et juste lui dire écoute, fais ce que tu as à faire et pose-toi pas de questions et pas lui remettre de responsabilité particulière dessus, juste elle fasse son jeu, qu'elle fasse ses actions et puis pas qu'elle se pose trop de questions. En fait, je pense que ça c'est important. Et après, je pense que avec les plus anciennes, voilà, on se connaît très bien, donc on sait si telle joueuse a un petit moment difficile, on sait comment la prendre, donc on va faire une certaine action en fonction de ça. Si je prends mon exemple, quelqu'un qui est assez expressif, disons. Donc les filles me connaissent aussi et savent très bien que voilà, il y a des moments où je peux être à une énergie, plus grosse énergie, ou je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, les personnes le savent, c'est pas personnel ou quoi que ce soit, c'est ma façon de vivre les choses et même si j'ai beaucoup appris et je me suis beaucoup améliorée avec le temps, ça reste ma personnalité et donc on essaye voilà, de jouer avec les personnalités de chacune et puis voilà, de faire en sorte d'accepter les bons côtés, les mauvais côtés de chaque personne dans l'équipe. Et toi, Marion, qui est capitaine, voilà, quand même une chance incroyable, capitaine et assistant dans la même réunion. Comment justement on fait dans une méthode où il y a beaucoup de pression, Laure parlait un petit peu de garder le plaisir de chacune. Donc, comment on fait pour être… parce que le mot responsable, souvent, c'est un poids, ça peut être synonyme d'aller contre le plaisir, mais alors qu'en fait, on doit garder ce plaisir de jouer des moments importants. Comment vous mobilisez? Exactement. Moi, souvent, je parle pas souvent de responsabilité. Moi, je parle plus voilà, de mes attitudes. Je veux plus montrer par l'exemple. J'essaye de pas me dire que je suis responsable de l'équipe ou de ce qui arrive. Voilà, moi, j'essaye juste voilà, de faire en sorte d'être observatrice, vigilante à ce qui se passe dans le groupe. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. C'est sûr que pardon, je vais voilà, guider l'équipe, comme elle disait Laure, transmettre voilà, les valeurs d'équipe, faire attention s'il y en a une qui se met en retrait ou voilà, d'être vigilante à tout ça. Vous avez parlé des valeurs, mais par rapport justement à cette éthique, qu'est-ce qui est pour vous important en matière d'engagement sur la glace, qui est primordial justement pour que chacun s'implique et puis soit pris un peu dans la motivation de cette équipe? Quand on commence un match de hockey, qu'est-ce que vous mettez en place pour engager tout le monde? Aussi bien dans le vestiaire que sur la glace, pardon. C'est vrai qu'on s'est mis des petites routines en place. Voilà, on part à l'échauffement ensemble. Ensuite, on se regroupe une première fois avant de retourner au vestiaire. Ensuite, voilà, dans le vestiaire, tout le monde échange. Ensuite, on passe à l'échauffement sur glace. Et puis, on se regroupe encore dans le vestiaire avant de monter pour le match. Et c'est là que voilà, on se dit les derniers mots, voilà, les petits mots d'encouragement, de motivation, puis pour que chacune soit prête à commencer le match. Ok. Et est-ce que sur la glace, toi alors, tu as des actions privilégiées qui te permettent de montrer, de dire que Laure, elle est prête pour le match? Parce que comme tu es assistante, il y a peut-être une énergie que tu veux créer. Moi, c'est sûr que on a un plan de match d'équipe. J'essaye de me le remémorer avant le match et vraiment avant ma première présence, j'essaye de me dire ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui moi je veux faire, mais c'est souvent des choses c'est pas des choses extraordinaires, marquer 4 buts ou
je sais pas, sauver l'équipe ou j'en sais rien. Non, c'est vraiment, OK, à chaque fois que je vais faire une sortie de zone, il faut vraiment que je pense à bouger mes pieds parce que je sais que ça peut faire la différence. Si je fais un shoot à la cage, il faut que je freine, ça va faire la différence. Quand je rentre au banc, je vais patiner jusqu'au banc, ça va montrer aussi, ben voilà, l'équipe, OK, elle est énergique pendant 40-45 secondes, elle rentre au banc, elle est énergique et je pense que ça amène aussi une dynamique aussi dans le groupe et dire, OK, si les plus anciennes le font, et ben, moi aussi, je vais le faire. Et puis, je pense que ça permet à tout le monde de voir, OK, c'est quoi les attitudes qu'il faut avoir une fois que tu es là dans cette équipe et quand tu joues. Et après, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles, mais il y a des choses qui sont faisables pour tout le monde. Moi, je ne suis pas, par exemple, Estelle Duvin, je ne vais pas dribbler 3 personnes dans la même séquence parce que ce n'est pas mon point fort. Mais par contre, autant Estelle que moi, on peut patiner jusqu'au banc, freiner à la cage quand on a pris un lancer, c'est des choses qui peuvent être récurrentes. Ça ne fait pas partie des personnalités de joueuses ou des rôles de joueuses. C'est plus global à tout le monde, je pense. Ça permet de regrouper les attitudes et de créer une dynamique, je pense. Et comment on acquiert parce que là, vous avez parlé de la compétition, mais comment on acquiert cette éthique au jour le jour? Mais je vais répondre. Moi, je pense que ça vient avec le temps. Voilà, c'est quand on commence, voilà, on découvre comment s'entraîner. Voilà, on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Et puis, je pense que voilà, avec le temps, on a des choses qui viennent en plus. Et puis, je pense que nous, enfin, moi personnellement, quand je suis partie à l'étranger ou mon expérience au Canada ou en Suède, j'ai encore vu des choses différentes de ce que j'ai vu en France. Donc, je pense que c'est ça qui fait qui fait de nous la joueuse que l'on devient. Et puis, bah, c'est sûr que voilà, moi, c'était ma motivation aussi voilà, de progresser, cette envie de progresser. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Bah, OK, il faut que je mette ça, des entraînements hors glace en place. Il faut que je travaille ma vitesse, par exemple. Et puis, c'est comme ça que j'ai évolué. Est-ce qu'on pourrait dire que les exemples de freiner à la cage, de revenir, de s'appliquer sur les passes, de bouger ses pieds, tu disais, Laure, est-ce que c'est un conseil qu'on pourrait donner à toutes les joueuses qui nous écoutent, que c'est des choses qu'il faut répéter au jour le jour à l'entraînement? Oui, bah, oui, oui, exactement. Je pense que c'est vrai. Même encore aujourd'hui, des fois on oublie parce que c'est avec la fatigue ou peu importe. C'est des choses qui doivent devenir automatiques et qui sont quand même, on va pas se mentir, difficiles à rendre automatiques parce que si on se le répète pas ou si on n'a pas peut-être une coéquipière qui nous le dit, le coach qui nous le répète, ben, des fois c'est facile de tomber dans la facilité justement, de shooter et de se laisser glisser ou de faire une action et puis de ralentir un peu parce qu'on est fatigué ou parce qu'on a eu un mauvais coup le coup d'avant ou peu importe. Donc c'est sûr qu'à l'entraînement, c'est tous les jours où c'est des choses qu'il faut penser, répéter, comme quand on commence un exercice, être prête, démarrer à fond. C'est des choses voilà, qui deviennent automatiques avec le temps. Mais c'est des choses qu'il faut se répéter quand même régulièrement et qu'il faut qu'on nous répète aussi, même à nous, encore aujourd'hui. Alors là, c'est intéressant parce on a parlé du rôle de l'entraîneur et des coéquipières qui peuvent nous réguler. Comment justement vous percevez le fait qu'une coéquipière dise bah, là, Laure, elle freine à la cage ou Marion revient plus vite? Comment comment vous communiquez entre les joueuses pour le fait que ces discours passent de manière positive? Comment ça marche concrètement? C'est des choses qu'on met en place au sein de l'équipe, qu'on se répète entre nous. Ça, c'est des choses qu'on a établies d'avance. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de se le redire entre nous. S'il y en a une qui ne le fait pas, de se dire oh, rappelle-toi, on a dit patine jusqu'au banc. C'est sûr que ça facilite, du coup. Puis je pense qu'il y a toujours des périodes aussi où si tout va bien,
c'est facile de dire ah t'as vu, t'as oublié de freiner, t'as pas patiné. Bon, si on est en train de gagner 3-0, ou c'est une bonne semaine d'entraînement où il n'y a pas trop de fatigue, c'est début de semaine où il y a des contextes aussi différents. Et je pense que c'est dans les contextes plus difficiles où c'est ces moments-là où il faut plus faire attention à comment on se parle, parce que peut-être que ta coéquipière en face de toi, elle a eu un entraînement, pas très bon entraînement, ou elle a eu un mauvais match, ou peu importe, il se passe quelque chose dans sa vie extérieure, on ne sait pas en fait des fois, et il faut faire attention de comment sont communiquées les choses. Après, forcément, ça arrive que ça sorte pas forcément bien, et je pense que c'est juste d'être capable après de se parler et se dire oh, fais gaffe, j'ai pas trop aimé comment tu me l'as dit. Ok, t'avais raison, mais en même temps, tu peux aussi parler comme il faut ou d'une autre manière. Et puis, je pense que ça, c'est aussi avec le temps et quand l'équipe mûrit, je pense, c'est plus facile à gérer maintenant. Là, c'est vrai, c'est plus facile à gérer maintenant qu'il y a 10 ans où on avait toutes 20 ans et forcément, c'était plus difficile voilà, de se réguler et peut-être plus je sais pas, je sais pas le mot là. Très bien. Pour toi, Marion, là, on va revenir un petit peu sur le double projet. Comment tu t'es équilibré par rapport à ta passion du hockey sur glace et puis le désir de te former, d'avoir un diplôme. Et est-ce que les études et le hockey ont été difficiles à concilier? Alors, difficile à concilier, ça dépend des périodes, je dirais. C'est sûr que, voilà, en période où c'est les playoffs, par exemple, ou les championnats du monde, où bah, voilà, il y a une charge d'entraînement et un stress plus important. C'est sûr que des fois, c'est, voilà, dans le terme on est plus concentré sur l'objectif peut-être hockey que lorsque c'est la saison toute l'année. Et sinon, je pense que l'équilibre, il se fait, pour moi, il s'est fait un peu naturellement. C'était que voilà, j'avais envie à la fois de réussir dans le hockey et à la fois de réussir professionnellement, de penser à mon après-carrière. J'y pense toujours d'ailleurs. Et puis donc, c'est sûr que voilà, de vouloir concilier les deux, ben, ça a fait en sorte que j'ai réussi à m'organiser et dégager du temps pour les deux. Ok. Je pense que je connais pas votre scolarité, mais ça a dû arriver des fois d'avoir un mauvais bulletin et puis de continuer à aller s'entraîner. Comment on vit les différences on a des hauts, des fois d'un point de vue sportif, on a des bas d'un point de vue scolaire ou vice-versa. On a loupé un championnat du monde, puis on doit repartir à l'école. Comment vous faites pour rester constamment dans cette motivation? Euh, c'est ben, c'est une question, une grande question. C'est sûr que c'est pas facile. Je pense que c'est important par moment de juste en parler, de se faire aider et voilà, de juste en parler à ses coéquipières ou en parler à peu importe pour extérioriser en fait, je pense. Et puis ce qui est difficile, mais c'est dans la vie en général, c'est de passer à autre chose et puis de ne pas rester sur un échec. Après, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus difficiles à avaler que d'autres et ça prend un peu plus de temps, mais ça doit pas, c'est sûr que ça doit pas, mais des fois c'est plus difficile que ça, mais ça doit pas, comment dire, prendre la place de tout en fait. Et on peut pas juste parce qu'on rentre d'un mauvais match tout arrêter et tout plaquer ou se dire bon bah à l'université tant pis je me concentre que sur le hockey ou enfin c'est sûr que c'est difficile à gérer. Il y a toujours des périodes difficiles dans une carrière. Personnellement, cette année, on a eu 14 défaites d'affilée. Je n'avais jamais vécu ça avant. Je pensais avoir quand même vécu pas mal de choses difficiles et finalement, c'était difficile chaque week-end de retourner s'entraîner et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Tu te poses des questions et des fois, tu n'as pas forcément les réponses et c'est juste continuer et puis c'est la loi du sport aussi. Tu ne peux pas toujours gagner ou tu ne peux pas toujours réussir, peu importe ce que tu fais, même si on essaye si on essaye au maximum que ça arrive. Mais du coup, je pense que c'est juste, voilà, s'aider de ce qu'on a déjà vécu
Et puis, en discuter, pour moi, c'est vraiment communiquer avec les autres et puis dire ce qu'on pense et puis essayer de passer à autre chose par la suite, quoi. Non, je voulais rebondir justement sur ce que Laure a dit et je pense que je suis d'accord avec elle sur le fait de partager et de communiquer. Justement, c'est que ce soit des périodes de doute ou partager sa motivation, son plaisir, positif ou négatif. Puis c'est vrai que moi, à un moment donné, quand j'ai terminé le lycée, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire à l'école par la suite. Et c'est vrai que voilà, je me suis posé des questions pendant un moment. Et puis finalement, en discutant avec les autres, les personnes qui m'entourent, j'ai finalement trouvé ma voie et trouvé un projet professionnel. Voilà. Donc, je pense Et que c'est justement, par vraiment… rapport à ce projet professionnel, vous avez parlé toutes les deux que vous aviez passé des diplômes de journaliste, des diplômes en criminologie. Là, maintenant, vous êtes sur un diplôme de DE. Donc, pour expliquer un petit peu, DE, c'est passer un diplôme d'entraîneur. Comment vous alliez le volume des matchs qui est très important en Suède et justement cette continuité de se former? Et ma deuxième question, c'est à partir de quand vous avez pris conscience qu'il fallait continuer votre formation après les diplômes scolaires? Euh, je pense que par rapport à la formation, on a toujours été, moi personnellement, et je pense les filles, je peux parler pour les filles de l'équipe de France, on a toujours été conscientes que voilà, il faut penser à la suite aussi, et c'est important. C'est sûr que quand j'étais au lycée et qu'on me disait tu gagneras pas des millions en tant qu'hockeyeuse, donc il faut que tu travailles fort. Des fois, je me dis c'est bon, c'est pas, hein, mais c'est sûr que voilà, faut penser à la suite parce qu'on n'a pas le choix. Donc, je pense que moi, personnellement, d'avoir eu l'opportunité d'aller à l'université, c'est vraiment le hockey qui m'a amené à l'université et pas l'inverse. Et c'est génial parce que j'ai pu passer des diplômes. Par la suite, être entraîneur, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours intéressé et l'opportunité est venue. Donc, c'est saisir des opportunités aussi à des moments et se dire, je saisis ça et puis je me donne à fond pour réussir. C'est comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est des moments aussi où des choix, peut-être que voilà, on fait moins de vie sociale, moins d'activités, mais en même temps, on fait le sport qu'on aime, on joue des matchs toutes les semaines, on s'entraîne tous les jours, c'est ce qu'on aime, c'est le choix de vie qu'on a fait, donc ça dérange pas. Après, c'est sûr que la formation, par moment, c'est différent, c'est plus difficile avec les cours, ou même l'université, les cours, etc. C'est comme n'importe quelle personne qui va à l'école et qui doit faire ses devoirs, sauf qu'on a le hockey à côté. Justement, là, comment toi, tu as pris à bras le corps ta carrière. Tu nous as expliqué que tu as été à Font-Romeu, tu as été au Pôle à Chambéry, tu as été au Carabin, aux Canadiennes de Montréal. Tu as fait 2 expériences dans différents championnats en Suède. Donc, comment tu prends toutes ces décisions qui sont importantes? Avec qui, comment tu t'entoures, avec qui tu prends conseil. Et puis ensuite, est-ce que les structures intégrées comme le Pôle France est aidant sur une carrière qu'on peut avoir à l'étranger? Alors, je vais répondre au début de la question. Par rapport à mes choix de carrière, je pense que c'est un peu ce que je disais plus tôt, c'est vraiment des opportunités. J'ai commencé le hockey à Castres, donc voilà, un club où il y a une équipe loisir, mais il n'y a pas d'équipe senior, donc c'est pas une grosse structure. Et puis mon coach de l'époque m'a dit Font-Romeu, sport études féminin, peut-être ça pourrait être intéressant. J'ai dit ok, allez, j'y vais. Donc j'ai motivé mes parents. Ça n'a pas été facile au début parce que je suis partie en 4e, donc j'étais assez jeune. Et donc en fait, ça a été comme ça de fil en aiguille. En fait, je pense je suis allée à Font-Romeu, le pôle s'est ouvert, j'ai eu l'opportunité d'y aller. J'ai dit allez, j'y vais, je me donne à fond. Et puis après, je voulais vivre une expérience à l'étranger. Je voulais aller, comme Marion disait tout à l'heure, un nouveau défi, aller voir autre chose aussi pour acquérir des nouvelles compétences, une nouvelle expérience. Et j'ai eu cette opportunité d'aller à l'université. Ça n'a pas été facile au début,
Mais finalement, voilà, je me suis dit, OK, je le fais, je tente et puis je mets toutes les chances de mon côté. Donc, je me suis entraînée, j'ai essayé d'arriver le plus près de physiquement possible parce que je savais que le défi physique était plus important au Canada et le niveau était plus fort. Donc, moi, il fallait que je me démarque quelque part. Et donc, ça a été toujours comme ça, en fait. Les Canadiennes, ça a été ça. Ça a été très difficile, les Canadiennes, parce que j'ai pas beaucoup joué. Mais en même temps, ça a été une expérience extraordinaire parce que j'ai joué avec peut-être les meilleures joueuses au monde. J'ai eu la chance de rencontrer et de jouer avec Marie-Philippe Poulin, Hilary Knight. Donc, c'est extraordinaire. Et après, il y a un moment donné, je me suis re-questionnée. Je me suis dit, est-ce que dans mon projet, je peux faire autre chose? Est-ce que je peux avoir une autre opportunité? Et la Suède, ça s'est ouvert. Ça a été, voilà, je me suis renseignée, j'ai regardé et puis j'ai fait le choix de partir là-bas en me disant, bah, on verra bien. Ça peut toujours ouvrir des portes et c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que le plus important, c'est de se donner à fond dans ce qu'on fait. J'ai toujours fait ça. Et à chaque fois, ça a été des entraîneurs ou l'entourage qui m'a dit, bah, allez, fonce, tente et puis tu verras bien. Et c'est aussi, je pense, dans mon éducation, de se dire, tu le fais à fond et puis tu verras à la fin, ça marche, ça marche pas, ben, tu essaieras autre chose. Donc, Juste pour la culture de chacun, est-ce que tu pourrais nous dire qui c'est Marie-Philippe Poulin et Hilary Knight? Alors, Marie-Philippe Poulin, c'est la capitaine de l'équipe canadienne actuellement. Euh, Elle est considérée comme les Canadiens pour être la meilleure joueuse au monde. Et elle a marqué des buts importants aux Jeux Olympiques de 2010 et de 2014, notamment en finale, les buts gagnants. Et Hilary Knight, c'est une Américaine qui a 3 ou 4 Jeux Olympiques, qui a aussi marqué pas mal de buts importants dans sa carrière et qui est considérée par les Américains, du coup, comme une des meilleures au monde. Pour moi, je dirais que c'est dans le top 3, dans le top 5 pour les deux. Pas du tout le même style de joueuse, mais très fort. Donc voilà. Donc c'était super de pouvoir les côtoyer et de pouvoir échanger avec elles et de voir aussi elles comment elles s'entraînent, c'est quoi leur quotidien parce que c'est pas du tout le même que le nôtre. Et puis voilà, c'est une expérience aussi juste de pouvoir s'entraîner avec elles. Donc voilà. Là, tu as réussi à passer beaucoup de paliers dans ta carrière. On voit bien tout ton cheminement. Je vais poser un petit peu une question bizarre, mais qu'est-ce qui t'aurait aidé le plus après coup pour passer encore mieux tous ces paliers? Je dirais prendre conscience de l'importance de la prépa physique, je pense. Après, c'est sûr que ça fait un peu… voilà, c'est pas pour être… je sais pas pour être qui, mais en tout cas, c'est vraiment ça, je pense. Quand on est plus jeune, on adore le hockey, on adore être sur la glace, on adore tout ce qui est… voilà, aux alentours, la crosse, les patins, patiner, lancer, etc. Et je pense que la prépa physique, on se rend moins compte de l'importance, enfin moi en tout cas personnellement, et puis à l'époque où c'était aussi, où on avait moins d'outils qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus ça. J'ai pris un choc, je pense, quand je suis arrivée au Canada. Et là, c'est là où je me suis vraiment dit, ah oui, d'accord, ok. Il y a des filles de mon âge ou même plus jeunes qui ont ce niveau-là physique. Et j'ai vu le niveau qu'elles avaient sur la glace. Et c'est là que je me suis dit, si je progresse physiquement, peut-être je vais progresser sur la glace, comme ce que tout le monde me disait. Mais quand tu fais ta propre expérience, ben, c'est différent. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé vraiment à beaucoup plus être concentrée sur la préparation physique et m'intéresser aussi à ça. Me renseigner, essayer des choses, etc. J'ai vu mon niveau sur la glace changer. Donc, c'est là où je me suis dit, ah d'accord, ok, ça marche vraiment. Et en fait, voilà, c'est pas juste un truc qu'on dit aux ados pour qu'ils bougent, quoi. Très bien. Et pour toi, Marion, je pense que quand on va dans un pays étranger qui est fort en hockey sur glace, comme la Suède et le Canada, on n'attend pas les joueurs françaises pour performer. Comment toi, en matière de préparation, de responsabilité au quotidien,
qu'est-ce que tu as mis en place pour à chaque fois, comme lors d'ailleurs, être compétitrice et puis Non, gagner une place pour aller dans l'équipe, quoi. c'est sûr qu'au début, c'est un peu méconnu. Moi, quand je suis partie au Canada, je ne savais pas du tout dans quel environnement j'allais atterrir, le niveau, voilà à quoi ressemblait l'équipe. Donc, c'est sûr que une fois que j'ai été confrontée aux joueuses, je me suis vraiment rendu compte du niveau et je me suis dit, bon, bah, OK, si je veux avoir un temps de jeu régulier, être aligné dans l'alignement, il va falloir que je fasse mes preuves. Donc, bah, c'est sûr que moi, au quotidien, voilà, c'est dans mon attitude voilà, d'être toujours prête pour l'entraînement. Quand je suis à l'entraînement, donne toujours mon 100%. Voilà, de montrer que j'ai envie de jouer, que je veux faire la différence. Et c'est comme ça que je me démarque. Et puis, je fais pas attention voilà, à ce que je peux entendre. Ou, voilà, c'est sûr que quand on est française à l'étranger, on sait très bien qu'on n'est pas forcément dans les priorités, dans les choix des entraîneurs. Mais c'est sûr que voilà, c'est comme ça que j'ai voulu faire ma place à l'étranger. Là, je m'adresse à Laure et à Marion. Là, Marion, tu disais être prête, mais qu'est-ce que ça engage véritablement d'être prête? Comment on se prépare à un entraînement? Comment on est dans l'entraînement? Comment se finit l'entraînement? Comment on gère la fin de l'entraînement? En gros, ça veut dire quoi être prête? Bah, pour moi, c'est voilà, me préparer, m'échauffer avant l'échauffement voilà, pour être prête à commencer l'entraînement. Voilà, après les entraînements, c'est partager avec mes coéquipières aussi dans le vestiaire avant, voilà, se raconter un peu nos journées. Puis après, une fois que je passe sur la glace, bah là, c'est vraiment l'entraînement que je me concentre dans mon entraînement. Donc, voilà, j'écoute les consignes, je mets en application ce qu'on me demande de faire. Voilà, je me challenge et puis, c'est comme ça que je passe mon entraînement. Puis ensuite, voilà, je rentre au vestiaire, je fais mes étirements, et puis ma séance est terminée. Euh, t- Pour toi, Laure, tu arrives combien de temps avant un entraînement glace pour te préparer? Je dirais à peu près 1 heure et quart avant. Ça dépend si je dois refaire mon test de macross ou non. Ça dépend si c'est la veille d'un match ou non. Mais en gros, c'est à peu près ça. Et puis, je dirais à peu près un 15-20 minutes d'échauffement. Plus on vieillit et plus on a besoin de s'échauffer, je pense, hein. Donc, euh, donc là, maintenant, ça serait plus 15-20 minutes et pas mal de mobilité au départ. Et, euh, et puis après, moi, j'aime bien passer du temps dans le vestiaire, et que ce soit avant ou après. Donc, je trouve que ça fait partie aussi du plaisir de jouer au hockey. C'est ces moments d'équipe qui ne sont pas sur la glace, en fait. Et du coup, je passe pas mal de temps à la patinoire. Ouais. Là, c'est intéressant, tu abordais la partie du matériel. Comment justement, il y a la préparation physique, vous l'avez dit, l'échauffement, il y a aussi la préparation mentale en échangeant avec les autres coéquipiers. Mais comment préparer son matériel au jour le jour pour être prête par rapport au patin, au cross, certainement les détails de casque, des fois, de vis. Comment ça se gère au jour le jour? Hum, eh ben, comment ça se gère? C'est sûr que là, notre réalité, elle est vraiment différente de celle qu'il peut y avoir dans d'autres clubs, parce qu'on a un gérant d'équipement qui est là tous les jours. Donc, si on a un petit souci, ben, on a juste à lui donner, et puis il va régler notre problème. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Après, c'est juste être sûr d'avoir le bon affûtage. Si tu n'as plus d'affûtage, tu penses à le refaire affûter. Si ton tape il est tout abîmé, ben, tu prends le temps de le refaire. Tu vérifies que ta crosse, elle est pas cassée, ou des choses comme ça. Après, au quotidien, oui, si, il y a aussi enfin,
qui est une part importante pour moi, c'est la propreté. Et je pense que c'est aussi de faire attention, de bien laver ses affaires. Et c'est des choses qui paraissent normales, mais en même temps, des fois, un équipement de hockey, c'est difficile à entreposer ou quoi que ce soit. Donc, c'est des choses importantes aussi, je pense. Nous, dans la situation où on est, c'est simple. Maintenant, on est dans un club professionnel où on a un vestiaire à nous, on a un gérant d'équipement. Donc, c'est pas comme quand on était enfant et qu'on devait gérer notre équipement. Mais je pense que ça passe par là. C'est juste de vérifier que tout est OK avant de commencer. Et puis voilà. Donc là, on a eu aussi énormément de questions par rapport à la mixité. Donc, on va essayer d'aborder ce thème-là aussi. Et donc, j'aimerais d'abord que vous nous racontiez un petit peu votre expérience de jouer avec les garçons. Qu'est-ce qu'il y a eu comme éléments positifs, négatifs? Comment vous avez géré, si toutefois vous avez eu à le gérer, le fait de jouer avec des garçons plus âgés ou moins âgés? Et comment vous avez évolué par rapport aux responsabilités du jeu que vous avez eu avec les garçons? Est-ce Vas-y, Laure, comment? que Marion ou Laure, comme vous voulez? Je crois qu'elle m'envoie un message. Alors, c'est ce moment-là où je me dis que par moi, elle aurait été bien d'être là. Mais bon, elle n'est pas là. Non, en fait, c'est parce que c'était il y a longtemps pour moi de jouer avec les garçons. Parce que ça date de quand j'étais au sport-études à Font-Romeu. Donc, je devais avoir à peu près 14-15 ans. Ouais. Personnellement, j'ai pas eu de problème particulier dans la mixité. J'ai toujours été considéré comme un membre de l'équipe à part entière, enfin pas à part entière, mais un membre de l'équipe. J'avais pas trop de problèmes. À Castres, j'ai commencé le hockey à 6 ans, donc forcément en même temps que les garçons de mon équipe. Donc on a juste évolué tous ensemble et puis on a grandi ensemble. Donc j'étais avec eux et puis c'était normal. Je pense que là où c'était à partir de 10-11 ans où ça a été plus compliqué, c'est d'organisation par rapport au vestiaire, par rapport au match où je devais soit avoir un vestiaire à côté, soit ils devaient attendre que je sois un peu habillée pour pouvoir rentrer. Mais c'est juste une question de management, si je peux dire, d'organisation et puis de dire, l'entraîneur à ce moment-là, voilà, soit est là pour aussi encadrer ces moments-là, ou alors me dire, voilà, là, tu pars à ce vestiaire-là, et puis nous, on va là, rejoins-nous après quand tu es prête. Et puis, c'était plus difficile au début de comprendre que je pouvais plus être avec les garçons, parce que j'aimais bien la vie dans le vestiaire avec les gars. Donc, ça, c'était difficile au départ, de se retrouver toute seule ou avec une fille peut-être par moment, mais ça, c'était juste le temps que je le comprenne. Et après, sinon, j'ai jamais eu vraiment de difficulté à m'intégrer avec les garçons. Je sais pas Et comment ça s'est, pardon Laure de te couper, Vas-y, vas-y. et comment ça s'est construit justement dans ton club hein, ou Marion, le fait de les vestiaires, les douches, les meetings, parce que là aussi il y a peut-être une organisation à avoir pour donner le message à tout le monde. Comment vous concrètement ça s'est construit dans votre club? Moi, ça a été en lien avec l'entraîneur. Voilà, on s'est mis d'accord sur un fonctionnement. Et puis ensuite, il allait l'annoncer à mes coéquipiers, comment ça allait fonctionner. Et puis, c'est comme ça qu'on a trouvé un bon fonctionnement pour ce qui concerne la douche. Voilà, là, s'il y avait des réunions ou à quel moment on se regroupait avant le match. Voilà, on se donnait des petits horaires et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et lorsque vous avez arrêté cette mixité, comment vous avez vécu le fait de se retrouver uniquement dans une équipe de filles? Moi, ça s'est fait. En fait, ça a été un mix du coup parce que quand je suis rentrée au sport-études à Font-Romeu, il y avait des filles. J'étais la plus jeune.
au départ. Et donc, ça variait de 13 à 20, plus de 20 ans. Donc, c'était plus l'écart d'âge aussi qui était un peu bizarre au départ. Mais en même temps, on s'entraînait aussi avec des garçons et on jouait avec les filles et avec les garçons. Donc, ça a été une transition où ça a été les deux pendant mes 4 ans à Font-Romeu, je pense. Donc, du coup, ça s'est fait assez naturellement, cette transition-là. Et après, si, quand on était au pôle, on jouait contre les garçons, par contre. Donc, ça, c'était pas vraiment se réadapter, puisque j'avais joué avec des garçons et des filles contre des garçons. Et là, je jouais que avec des filles contre des garçons. Mais c'était juste une organisation, enfin, juste un match de hockey, en fait. Je sais pas. Pour toi, Marion? C'est sûr qu'il y a, moi je pense qu'il y a plus une différence dans le jeu. C'est sûr que voilà, avec les garçons, il y avait le contact qu'il n'y a pas forcément chez les filles. Donc c'est sûr que c'était ça la différence entre voilà, jouer un week-end en championnat U17 par exemple, et le week-end d'après, on retournait en championnat féminin pour jouer avec nos équipes féminines respectives. Donc je pense plus que la différence, elle était là dans le jeu. Mais sinon, après, comme l'a dit Laure, il y a pas, enfin, moi, j'ai pas vu tant de différence que ça pour moi. Très bien. Enfin, à partir de quand vous avez senti ou vous avez eu la volonté de dire je vais être en équipe de France, je vais faire une carrière en équipe de France? Est-ce que il y a eu un déclic? Est-ce que, enfin voilà, comment ça s'est construit, le fait de se dire je vais faire cette carrière en équipe de France? Je pense que moi, comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, je pense que voilà, j'avais une joueuse qui était en équipe de France dans mon club, donc c'est sûr que je la regardais et puis je me disais, elle me parlait de son expérience en équipe de France, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, pourquoi pas moi? Et puis quand j'ai reçu ma première sélection, j'avais à peine 16 ans pour l'équipe de France senior. Je me suis dit, bon, ok, on me convoque, c'est à moi maintenant de montrer que je veux jouer en équipe de France. Et puis, voilà, j'ai eu ma première sélection, puis j'ai continué mon cheminement et ma carrière par la suite. Mais je pense que c'est vraiment à 14-15 ans où je me suis dit, ok, je peux moi aussi y arriver. Et dans cette évaluation de dire est-ce que je peux aussi y arriver, est-ce que tu sentais que tu avais un don particulier? Un don particulier, je ne sais pas, mais après, c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout le niveau de l'équipe de France. Voilà, c'était pas du tout médiatisé, encore moins que maintenant. Donc, c'est vrai que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre par rapport au niveau. Aujourd'hui, je pense que quand même, avec l'équipe de France U16, voilà, l'équipe de France de U18, il y a quand même un cheminement pour les joueuses. Donc, moi, je dirais que voilà, c'est sûr que j'avais quand même des bonnes habiletés quand je pouvais me comparer par rapport aux garçons de mon équipe. Donc, c'est sûr que Quand tu dis des habiletés, c'est quoi, des habiletés? voilà, j'étais capable de bien manier le palette. Voilà, dans le match, j'étais capable de protéger mon palette, faire la différence dans le championnat masculin. Donc, je me disais, bon, ok, j'ai mes chances d'accéder à l'équipe de France féminine, alors que j'avais très peu d'expérience en championnat de France féminin à cette époque-là. J'avais joué quelques matchs, mais je n'avais pas vraiment pu évoluer avec des féminines. Seulement sur les regroupements de détection, c'était l'unique moment où on se rencontrait en fait. Très bien. Laure, tu veux? Oui, oui, je peux aussi répondre à ça. Je pense que moi, à Castres, j'avais
en fait, je pense quand j'étais petite, je savais même pas qu'il y avait une équipe de France. Et donc, au début, je rêvais de jouer en NHL, mais après, bon, j'ai compris que c'était pas possible. Et finalement, je pense que c'est quand je suis partie à Font-Romeu. Marion, elle répondait, je réfléchissais, je me demandais à quel moment c'est venu. Et en fait, si je me souviens bien, ça devait être quand je devais avoir 13-14 ans. Anouk Boucher, qui est dans l'équipe, qui est maintenant une très bonne amie à moi, était aussi au sport-études et était plus âgée que moi. Et elle était déjà en équipe de France. Et en fait, elle est partie en Chine avec l'équipe de France pour un TQO, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça, un tournoi de qualificatif pour les Jeux Olympiques. Et je me suis dit, c'est cool quand même ça. Elle part en Chine jouer pour l'équipe de France, mais moi aussi, je veux faire ça, quoi. Je veux jouer aussi pour l'équipe de France avec Anouk, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, ça existe et ça peut être, ça peut être quelque chose, quoi. Et pas juste, voilà, j'ai toujours été compétitrice, donc j'étais déjà compétitrice et je me suis dit, ok, il y a ce niveau-là à pouvoir aller atteindre. Moi aussi, je veux l'atteindre et je vais essayer, quoi. Très bien. On arrive à la fin de cette première visioconférence. On pourrait en tout cas essayer de donner un conseil qui est il faut que chacune d'entre vous, vous restiez vous-même déjà à chaque fois que vous allez dans un entraînement quelque part, peu importe avec qui vous jouez au hockey, ça c'est vraiment la priorité. Et puis, déjà, on veut vous remercier de votre présence ce soir et puis également remercier Marion et Laure parce que voilà, grâce à vous, on a pu réaliser et passer une heure, un très bon moment tous ensemble. Voilà, donc merci à tous et à toutes pour cette visioconférence. Et puis, Marion et Laure, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Je commence. Moi aussi, je voulais prendre le temps de vous remercier toutes et tous pour ce webinaire. Et puis, un petit conseil, moi, je dirais de ne pas oublier de continuer à vous faire plaisir. Voilà, le hockey, ça reste un sport et je pense que voilà, moi, c'est une vraie passion pour moi. Et puis, voilà, je n'oublie pas de m'entraîner, de faire du hockey tout en me faisant plaisir. Donc, voilà, croyez en vous et à toi, Laure. Eh ben, déjà, merci à toutes d'être là. C'était super sympa de passer ce moment et de pouvoir échanger sur des thèmes que vous nous avez transmis. Moi, si je peux donner un conseil, je dirais voilà, que peu importe ce qui arrive, peu importe les choix que vous faites ou ce que vous voulez faire dans le hockey, si c'est jouer, espérer jouer pour l'équipe de France, jouer dans le championnat français, partir à l'étranger ou peu importe, c'est juste de se donner les moyens de faire ce que vous avez envie et de croire que c'est toujours possible. Et puis, il y aura des moments où ce sera peut-être plus difficile, mais il faudra juste continuer et puis vous faire, voilà, vous faire aider si vous en avez besoin, discuter avec vos coéquipières, c'est le plus important, passer des bons moments en équipe et puis voilà. Puis chaque jour, en fait, donner son 100%, même si c'est un jour moins bien, même si c'est un jour où vous êtes fatigué ou que vous avez peut-être moins envie, c'est le 100% de la journée qu'on donne et puis on n'oublie pas qu'on fait le sport qu'on aime, donc c'est ce qui compte, quoi. C'est tout. N'hésitez pas à nous envoyer des messages là, parce que pour nous aussi, c'était une première expérience. Donc, Ouais. si vous avez des idées pour la prochaine fois, des questions, comment améliorer, envoyez-nous des messages, je ne sais pas, par mail, je ne connais pas tous les moyens de communication, mais vous les connaissez certainement mieux que moi. Et puis, on se redonne rendez-vous mercredi prochain. Et là, on abordera avec deux autres joueuses de l'équipe de France, plus un thème axé sur le pôle France, qui est à Cergy. Donc, encore une fois, merci à tout le monde et puis bonne soirée. Je vais rebondir, Seb. Je vais remercier tout le monde. Donc, pour la petite info, on a enregistré le webinaire. Si vous avez envie de le revoir, on va le mettre sur la chaîne YouTube
du pôle France, normalement d'ici 24 à 48 heures. Et on va aussi sûrement le partager sur le site de la Fédé. Donc, si vous avez des copines qui étaient pas là ce soir, qui étaient à l'entraînement, qui pouvaient pas le voir, donc n'hésitez pas à leur dire. Dès demain, ce sera sur la chaîne YouTube du pôle et puis sur le site de la Fédé. Et comme disait Sébastien, on vous donne rendez-vous à toute la semaine prochaine pour un nouveau sujet avec de nouvelles joueuses. Et puis voilà, on va vous souhaiter une agréable soirée à toutes. Et encore, merci beaucoup d'avoir été là toutes aussi nombreuses. On se revoit vite. Salut. Salut, salut. Ciao. Au revoir. Vas-y, pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était là.